Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Je suis Claire Delongeau, la directrice du salon, et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce meet-up estival. D'un salon à l'autre, tel pourrait être le titre de notre rendez-vous d'aujourd'hui. En mars dernier, lors de Muséum Connexion, nous avons proposé de très nombreuses conférences. Et d'ici à l'automne, nous allons revenir ensemble sur 3 grandes tendances abordées lors du salon. L'innovation, c'est le thème d'aujourd'hui, le développement durable et l'accessibilité. Chaque sujet fait l'objet d'un article qui est rédigé par correspondance digitale et qui sera disponible sur notre site web, et d'un meet-up pour prolonger la discussion. Un très grand merci à Florence Blond, directrice des projets et expositions chez Nausicaa Centre National, à Béatrice de Chancel-Bardelot, qui est conservateur général au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, et à Cédric Moulard, responsable des expositions itinérantes de Tempora, pour nous partager leur expérience aujourd'hui. Quelques infos pratiques. Ce meet-up se déroule en 2 parties. Nous allons d'abord commencer une discussion et entendre les projets de nos 3 intervenants. Et puis, vous aurez la possibilité de rejoindre chacun d'eux dans une salle spécifique de façon à poser les questions que vous avez de manière plus privée. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Antoine Roland qui va animer nos débats. Très bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes, et donc très heureux de vous retrouver en ligne pour poursuivre cette série de meet-up consacrés à l'innovation des expériences culturelles et touristiques. Donc aujourd'hui, nous avons un meet-up dédié à l'innovation dans un lieu culturel où on va partager différentes formes d'innovation, que ce soit des innovations en termes d'accessibilité universelle, de médiation immersive ou d'itinérance de projets d'exposition. Donc pour ce faire, nous partagerons des différents retours d'expérience, et notamment avec trois représentants et représentantes d'institutions et d'entreprises que sont notamment le musée de Cluny. Musée de Cluny, en fait, qui nous présentera, suite à sa récente réouverture et à ses différentes rénovations, donc la façon dont ils ont abordé l'ouverture et l'accessibilité en fait, des espaces à tous les publics. Nausicaa, qui évoquera la façon dont, au mois de juin, ils ont lancé une nouvelle opération qui permet d'enrichir l'expérience de visite de ce grand aquarium créé en 1991, et Tempora, en fait, société belge créée en 1998, qui œuvre régulièrement à la conception, à l'exploitation d'expositions temporaires itinérantes ou de parcours permanents, qui reviendra notamment en fait, sur 2 projets en particulier qui font œuvre pour le coup de tout un ensemble d'innovations particulièrement inspirantes. Par rapport à ces différents projets, ce que je vous propose peut-être, c'est de les découvrir à grands traits, et puis bien sûr on va rentrer un peu plus dans le détail avec nos différents intervenants. Tout d'abord, par rapport au musée de Cluny, donc on évoquera un projet qui a été réalisé en 2017, assez en amont des différentes phases de rénovation du musée, qui a subi une rénovation entre 2015 et 2022, en fait, sur 4 volets: la restauration des vestiges antiques de la chapelle, un nouvel accueil qui a été refondu, un parcours muséographique, bien sûr, qui a été aussi complètement renouvelé, et une reprise du jardin médiéval. Et dans le cadre de cette rénovation, eh bien, il y a eu tout un travail qui a été mené autour de l'accessibilité de ce lieu auprès de tous les publics, notamment en mettant en place un partenariat avec EDF dans le cadre d'un mécénat de compétences pour développer un projet qui s'appelle Virtuel Fauteuil. Donc j'en dis juste quelques mots avant d'en reparler bien sûr avec Béatrice de Chancel-Bardelot. C'est donc l'idée qui a été lancée par EDF de simuler en 3D les différents espaces du musée et de pouvoir comme ça identifier toutes les difficultés d'accès qui peuvent exister dans ce lieu-là, sachant qu'il y a à peu près 28 ruptures de niveau au sein du musée de Cluny. Oui, tout à fait. Donc, c'est une technologie qu'EDF avait développée pour permettre les interventions dans les centrales nucléaires, dans des milieux très contraints et où on n'a pas un accès si facile que ça. Et pour nous, donc EDF a pris en charge toute la modélisation 3D
de la jonction entre le nouveau bâtiment d'accueil et les bâtiments existants, gallo-romains, médiévaux, modernes, et la modélisation également finalement de tout le bâtiment médiéval, donc l'essentiel du parcours de visite. Donc c'est une modélisation qui a été faite par Emissive en 2017 et l'ensemble a été livré en 2018 et on s'en est déjà servi en phase chantier pour valider les circulations, les différences, enfin les endroits où il pouvait y avoir des soucis. Et ça a été d'ailleurs décisif à un ou deux endroits parce qu'il y avait en raison des problèmes de raccord de plan, il y avait des difficultés que les architectes n'avaient pas anticipées en fait. Merci beaucoup pour ces différents compléments. Donc, on va y revenir effectivement au fil de nos discussions. Donc, voilà un peu le décor planté du côté de Musculus, qui permet d'introduire Béatrice de Chancel-Bardelot, donc conservatrice du musée. Ensuite, je fais partie de l'équipe. Nous avons un autre projet, c'est le projet donc réalisé par Nausicaa, donc un des plus grands aquariums d'Europe situé à Boulogne-sur-Mer, créé en 1991, qui après la crise sanitaire qu'on a tous subie, a décidé en fait de développer un projet qui plante, qui soit une nouveauté et qui permette vraiment de communiquer plus largement sur toute la richesse de cet aquarium. Et donc, ils ont fait appel à la société Saola, qui est une société qui avait opéré donc, une expérience immersive au Muséum national d'histoire naturelle, dans la galerie des animaux disparus. Cette opération s'appelait Revivre. Et donc, ils ont proposé un nouveau projet, cette fois-ci donc, chez Nausicaa, où l'idée, c'est de pouvoir, grâce à la réalité augmentée, se plonger un peu plus littéralement dans cet aquarium. Et donc, on reviendra sur cette expérience en particulier. Donc, Florence Blond, qui est directrice d'exposition, on dira quelques mots. Je ne sais pas si vous aussi voulez peut-être en dire quelques mots avant de rentrer vraiment dans le vif de la conversation. Oui, en fait, ce qu'on souhaitait vraiment, au-delà de l'aspect technologique, c'était vraiment trouver un nouveau moyen de médiation pour permettre d'expliquer à nos visiteurs ce que c'est que la haute mer, cet écosystème qui est très loin des côtes et qui est méconnu du grand public. Et la technologie nous a intéressés parce qu'elle permettait d'emmener le visiteur dans un voyage, de le déconnecter de la réalité pendant 10 minutes et de l'immerger dans le fond des océans. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a plu dans l'expérience grand large et dans la collaboration avec Saola. Alors, peut-être justement pour se figurer un petit peu plus, on peut peut-être voir la vidéo. Oui. Après, je finirai par présenter aussi les projets de Tempora et ça permettra d'avoir bien en tête ces trois grands projets. Donc, pour Nausicaa, une présentation vidéo du projet en tout cas. Voilà, donc pour vous mettre l'eau à la bouche et vous permettre comme ça de voir de quoi il s'agit plus spécifiquement. Donc, au-delà de l'accessibilité universelle, de l'expérience immersive, l'idée, c'était aussi de montrer d'autres formats qui peuvent être incitateurs à l'innovation. C'est notamment le travail que réalise depuis de longues années Tempora dans la création, l'exploitation, la production en fait, d'expositions donc à vocation souvent immersive.
Donc, on voulait partager avec vous et Cédric Moulard, donc responsable des expositions itinérantes chez Tempora, deux grands projets. Un projet, en fait, autour d'une exposition sur le Petit Prince, qui notamment s'est tenu à la Sucrière et à Bruxelles Expo depuis Bruxelles Expo en novembre jusqu'en novembre 2022 de mémoire. Et côté Pompéi, c'est Cédric, c'est bien très bien, c'est très bien, c'est ça. Ouais, ok, merci. Et côté Pompéi, donc une exposition qui s'est tenue à la Bourse en 2018, qui est passée par le musée de la civilisation de Québec, qui est passée aussi aux États-Unis, au Science Museum of Virginia, qui en 3 mois a accueilli par exemple 50 000 visiteurs. Donc, voir ces deux expositions et voir dans quelle mesure l'itinérance d'une exposition peut aussi favoriser de nouvelles formes de collaboration et avec les lieux d'accueil et avec d'autres partenaires, et permettre ainsi de développer en fait tout un ensemble de nouveautés dans le cadre de ces différentes expositions. Donc Cédric, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot sur ces deux projets. Non, c'est parfait, c'est très bien présenté. C'est en effet deux projets qui sont intéressants parce qu'autant dans leur conception que dans leur itinérance, on a travaillé avec des partenaires vraiment de qualité pour les faire évoluer, que ce soit dans les shows immersifs qui ont vraiment respecté la ligne narratrice qu'on voulait donner de l'exposition, ou même dans les collaborations comme avec le Musée de la Civilisation au Québec, qui s'est réapproprié par exemple une partie de la scénographie et du contenu de Pompéi pour la faire évoluer, qui a développé des nouveaux outils qui nous permettent de continuer l'itinérance avec une exposition encore plus qualitative qu'avant. Et pareil pour le Petit Prince, puisqu'on va aussi retravailler ensemble avec eux. Donc voilà, c'est deux chouettes exemples dont on est très content de pouvoir échanger autant sur les enjeux qu'on a rencontrés et les expériences qu'on a pu en tirer. Merci beaucoup. Donc, vous les avez entendus dans un premier temps de discussion, donc Florence Blond, Béatrice de Chancel-Bardelot et Cédric Moulard. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite de rentrer dans une phase de discussion. Discussion d'abord en plénière et discussion qui se poursuivra ensuite en petits groupes à partir de 10 heures, où tout un chacun et chacune qui participe à ce meet-up pourront poser différentes questions à nos intervenants. Donc déjà, ce que je propose peut-être, c'est de revenir, Béatrice de Chancel-Bardelot, sur les enjeux qui vous ont mené déjà à nouer ce partenariat avec EDF. Donc pourquoi en fait déjà réfléchir à l'accessibilité de son lieu, même si cela peut paraître évident, mais ça peut être déjà une première question. Donc pourquoi avoir réfléchi à développer l'accessibilité de ce lieu? Et deuxième chose aussi, c'est pourquoi avoir choisi EDF pour pouvoir travailler avec vous? Alors, je pense que développer l'accessibilité de son lieu, c'est une évidence. Alors, c'est vrai que le musée de Cluny, vous l'avez rappelé tout à l'heure, était difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite, étant donné l'histoire complexe du site qui associe des bâtiments datant de l'Antiquité avec un niveau de sol dans le frigidarium qui est antique. Et puis, le niveau de sol médiéval qui est quand même quasiment 2,20 m à 2,30 m au-dessus du niveau antique. Et puis, des niveaux différents qui ont été générés par l'histoire du site et son histoire muséographique, y compris récente au XXe siècle. Donc, tout ça faisait qu'on avait vraiment besoin de reprendre l'accessibilité. Et on s'est adressé à EDF parce qu'on a eu connaissance de possibilités de financement pour des dispositifs d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, EDF nous a parlé de Virtual Fauteuil qu'on ne connaissait pas à l'origine et qu'on a découvert grâce à eux. Donc, un partenariat qui a permis en fait de créer cette collaboration. Qu'est-ce que ce partenariat a pu vous apporter et comment vous avez travaillé finalement dans cette logique de mécénat de compétences avec EDF? Mais on a travaillé donc avec EDF et puis avec un prestataire Emissive dans un dialogue complètement itératif pour créer la modélisation des espaces du musée. Et ensuite, il y a eu plusieurs des phases de tests et de présentation
du virtual fauteuil. Donc, le virtual fauteuil, c'est une fois qu'on a la modélisation de l'ensemble des espaces. C'est une plateforme qui est connectée à un écran, comme on le voit là à l'écran, et qui permet à l'aide de manettes aussi de se déplacer dans l'espace du musée en étant en fauteuil et en ressentant aussi dans les roues du fauteuil en ressentant le déplacement, quoi. Donc, c'est une expérience à la fois visuelle et sensible qui pour le moment, on n'a pas mis en place la plateforme dans le musée. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui sera... on va voir comment on évolue. Pour le moment, ça a été surtout testé. Et ça nous a aidés, comme je le disais, dans la phase de conception du parcours et de préparation architecturale. Oui, alors ce qui est intéressant avec ce projet, et ce qui va faire le lien peut-être aussi avec les autres, c'est tout d'abord en fait que finalement ça a été un usage du numérique qui a permis ensuite de trouver une réalisation physique en fait dans l'aménagement muséographique du musée, et qui, même si c'est un projet qui est relativement ancien, 2017, bien concrètement en fait aujourd'hui on peut en voir les résultats concrets et physiques dans les espaces du musée. Et puis peut-être aussi un autre point qui est assez révélateur, c'est aussi cette collaboration développée avec une entreprise qui est complètement externe finalement au secteur de la culture, même s'ils avaient essayé le virtuel fauteuil notamment à Reims. On avait échangé là-dessus lors de la préparation de ce meet-up. C'est une technologie en fait qui a été développée initialement plutôt pour des centrales nucléaires, pour donc une activité vraiment dédiée à EDF, et finalement EDF est sorti de son champ de confort entre guillemets pour aller diffuser son savoir-faire en fait dans le secteur culturel. À l'inverse, pour Nausicaa, donc on est sur une autre forme de projet, une jeune entreprise qui avait déjà sévi entre guillemets dans le secteur culturel avec Revivre au Muséum, et donc auprès de laquelle vous vous êtes approché. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse de cette relation? Quels ont été les enjeux qui vous ont conduit à aller voir Saola, l'entreprise qui a fait Revivre et Grand Large, et puis d'expliquer peut-être qu'est-ce que ça vous a apporté cette collaboration? Ouais, pour nous, les grands enjeux, en fait, on souhaitait. Donc, on a ouvert en 2018 une extension de Nausicaa qui s'appelle Voyage en haute mer. Donc, il y a une grande boucle de visite qui fait le tour d'un très grand bassin, qui est le plus grand bassin d'Europe, où on parle de la haute mer. On a été fermé quasiment 2 années avec le Covid, et donc on souhaitait vraiment en 2022 pouvoir remettre en avant notre boucle haute mer, notamment parce qu'il y a des négociations au niveau international qui ont lieu cette année pour préserver la haute mer, pour mettre en place des réglementations au niveau international. Donc on souhaitait vraiment pouvoir parler de la haute mer en 2022 et trouver un nouvel outil de médiation qui nous permette de parler de la haute mer. On avait des contraintes assez importantes au niveau gestion opérationnelle, parce que là où on est, là où on a l'expérience en large, c'est-à-dire devant la Grande Baie, donc ce que vous avez juste derrière moi, on est dans une salle avec des gradins rétractables qui sert de salle de réception. Donc, il fallait vraiment trouver un outil de médiation qui n'ait aucun impact dans l'espace. Donc, qui puisse, quand on est hors des horaires d'ouverture, qu'on puisse n'avoir aucune existence de grand large pour les soirées qu'on peut organiser devant cette Grande Baie. Et les deux autres enjeux qu'on souhaitait aussi, qui ont été décisifs dans le choix de mettre en place Grand Large, c'est aussi qu'on voulait toucher une cible plus jeune, essayer de faire venir plus des adolescents, des jeunes adultes, et la technologie pour nous était un moyen aussi de pouvoir leur parler de la préservation des océans, et aussi le fait que 80% de nos visiteurs, c'est des cibles familles, donc des parents avec enfants, et donc on voulait pas de réalité virtuelle, parce que dans la réalité virtuelle on est avec un casque, on est isolé de ce qu'on voit, et la technologie de la réalité augmentée nous intéressait beaucoup parce que ça permet de continuer à voir ce qui se passe devant nous, donc pour nous à Nausicaa, de voir la Grande Baie, de voir les animaux qui vivent, et de rajouter
du contenu, de rajouter de la réalité augmentée et pouvoir continuer à interagir avec le groupe avec lequel on est, avec sa famille, avec ses amis. Et donc, pour nous, c'était vraiment important. Et c'est vrai que quand on a rencontré les équipes du studio Saola et qu'ils nous ont contactés pour venir tester Revivre, on a été séduits tout de suite par ce qu'ils avaient créé au musée. Le fait d'avoir une histoire qui soit racontée aux visiteurs, de les emmener dans un voyage, vraiment, on s'est dit, à Nausicaa, c'est vraiment voilà, le type de technologie qui intéressera nos visiteurs et qui nous permettra d'aller plus loin dans nos messages. Et donc, on a décidé de partir avec eux en octobre l'année dernière. Et en 8 mois de temps, on a réussi à développer Grand Large pour une ouverture le 4 juin. Donc, ça a été assez rapide et intensif. Et voilà, une collaboration très riche avec le studio Saola. Merci beaucoup. Donc, effectivement, cette logique de collaboration, on la retrouve aussi dans des projets portés notamment par Tempora, donc société de conception d'expositions qui notamment aussi intègre des propositions numériques dans des expositions donc physiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça me semble intéressant aussi de donner la parole à Cédric, voilà, pour pouvoir pour qu'il puisse nous présenter en fait ces différents projets et voir dans quelle mesure en fait les projets tels que ceux du Petit Prince ou de Pompéi ont été des projets qui ont favorisé finalement un dialogue avec les lieux d'accueil et peut-être, pourquoi pas, tout un ensemble de nouvelles innovations dans ces expositions qui se sont enrichies au fur et à mesure de leur itinérance. Donc, c'est vrai que je me tourne désormais vers toi pour te proposer peut-être de revenir déjà un petit peu sur ces différents projets, comment en fait finalement la collaboration avec les lieux dans lesquels vous avez été accueillis a permis, pourquoi pas, en fait, d'affiner petit à petit en fait, ces différentes expositions, comment vous êtes adapté finalement à leurs contraintes. Alors, c'est une très, très bonne question. En fait, on travaille de manière assez proche de ce qu'expliquait Florence. Donc, on essaye un maximum de rester axé sur le visiteur et l'expérience visiteur. On n'essaie pas d'innover pour innover. Par exemple, l'expérience du Petit Prince, c'est un premier espace avec des sculptures qui ont été dessinées par un sculpteur qui avait en tête de faire découvrir l'univers du Petit Prince aux personnes non-voyantes. Donc, c'est en fait un espace complètement immersif, mais sans aucune technologie. Pour revenir sur les interactions qu'on a eues avec les lieux d'accueil, je pense qu'un exemple intéressant, c'est de reciter le Musée de la Civilisation, dans le sens où c'est 2 expositions qui ont été conçues pour être itinérantes et donc qui ont gardé, dans la manière dont elles ont été construites, beaucoup de flexibilité, aussi bien au niveau scénographique que le contenu, que ce qui est proposé à l'intérieur. Et donc, on laisse, entre guillemets, pas un libre choix, parce qu'on garde un cadre narratif qui nous est propre et qui nous tient à cœur, mais on laisse beaucoup de flexibilité au lieu d'accueil pour modifier, adapter, pour que l'exposition résonne le mieux possible avec le public local, que ce soit en intégrant des nouvelles technologies ou justement en revenant à des médiums plus simples en fonction du lieu d'accueil, du public auquel l'exposition est destinée. Pour Pompéi, on a fait le choix, c'est une exposition qui contient 200 artefacts originaux qui sont prêtés par le MAN, le musée Galileo, et le parc archéologique de Pompéi. On a fait le choix d'en faire une véritable expérience où le corpus d'objets fait partie de l'expérience mais n'est pas au centre. C'est pour ça qu'on a notamment développé avec des partenaires un show immersif duquel on a décrit le cadre, où on a, entre guillemets, on s'est assuré que le fil rouge narratif de l'exposition fasse du sens. Et donc, on a travaillé avec ces partenaires pour avoir ce show immersif au centre de l'expérience visiteur et ensuite découler vers une expérience plus low-tech où on est invité à découvrir les machines et la civilisation ancienne des Pompéens. Il y a vraiment cette mixité en fait entre physique et numérique dans ces différentes expositions qui est assez intéressante à relever. Je reviens sur le musée de Cluny en fait et les enjeux du virtuel fauteuil. Lorsqu'on a échangé pour préparer ce meet-up avec Béatrice, vous avez notamment évoqué la réappropriation par les équipes des modélisations 3D qui avaient été faites par EDF. Est-ce que éventuellement vous pourriez
revenir là-dessus et voir comment, en fait, finalement, il y a eu plusieurs vies à ce projet et éventuellement, quels sont aujourd'hui les nouveaux projets qui sont développés autour de cette modélisation 3D. La modélisation 3D, comme je le disais, en fait, on l'a surtout exploité, je pense, pour le moment en phase chantier. Et pour en avoir reparlé depuis qu'on a préparé ensemble le meet-up avec mes collègues de l'action culturelle, en fait, peut-être on est resté un peu au musée de Cluny un peu frileux finalement face à Virtual Fauteuil et on souhaiterait peut-être dans l'avenir, comme on est une petite équipe, on était très mobilisés sur la signalétique, sur d'autres formes de médiation, mais on sait qu'on a ce potentiel et qu'on devrait, qu'il ne faut pas le laisser dormir. Voilà. Donc je pense qu'on est plutôt dans cette logique-là et dans l'idée d'essayer dans les mois à venir de se le réapproprier maintenant que la réouverture a eu lieu et qu'on va commencer, on est encore dans une phase très stimulante et très, très riche, mais on va pouvoir revenir à des projets de fond, je dirais, par rapport à toute l'effervescence qu'on a vécue depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui, j'imagine effectivement que les enjeux étaient particulièrement conséquents pour cette réouverture et en termes de format, enfin, de façon dont vous allez éventuellement vous réapproprier en fait Virtual Fauteuil, est-ce que vous avez quelques idées d'usage qu'on pourrait en faire? Est-ce que vous avez pu échanger un peu là-dessus avec aussi les autres services sur qu'est-ce qui pourrait être fait en fait finalement de ce projet-là? Pas encore vraiment de pistes très, très concrètes, mais je pense qu'il faut aussi qu'on renoue le dialogue avec la Fondation EDF et puis aussi avec nos équipes informatiques du ministère de la Culture, parce que ça fait partie du package et on n'a pas toujours, on est dans un bâtiment médiéval et on n'a pas toujours toutes les technologies filaires, Wi-Fi ou autres qui pourraient permettre de s'approprier ce type de technologie. Voilà. Et donc, pour faire le lien aussi avec Nausicaa, ce qui se semble intéressant, c'était suite au lancement, donc début juin 2022, c'est un lancement relativement récent. Est-ce que vous avez commencé à voir quelle était la réception des publics? Donc, comment est ressentie cette nouvelle expérience? Quelles en sont les retombées aujourd'hui et éventuellement aussi les retombées presse vis-à-vis d'une telle expérience qui a été menée tambour battant entre octobre et juin de cette année? Je pense que la meilleure façon de venir se rendre compte de l'impact, c'est de venir regarder les visiteurs en train de regarder grand large. Donc, il faut imaginer, les visiteurs sont assis sur les derniers gradins de la Grande Baie, là où on voit la petite fille assise. Et donc, on passe des groupes de 15 personnes. Donc, il y a 2 groupes de 15 personnes en simultané qui regardent grand large. Et le retour premier des visiteurs, c'est bluffant. À chaque fois, l'expérience est bluffante. Les gens crient, il y a vraiment de l'interaction, les gens s'extasient, disent « Oh, regarde, t'as vu la tortue lutte, oh, regarde, le requin-baleine, il passe ». Il y a vraiment de l'émotion qui passe et ça, pour nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. Ce que les visiteurs aiment beaucoup aussi, c'est le fait que les animaux virtuels se mêlent aux vivants. Vraiment, au départ, on avait prévu de faire apparaître les animaux plutôt au niveau de la Grande Baie dans la salle. Et en fait, au fur et à mesure des tests qu'on a eu avec Saola, on s'est rendu compte que plus on les reculait dans le grand bassin et plus les animaux étaient vraiment immergés et mêlés aux animaux vivants dans le grand bassin et plus l'immersion était totale. Et donc, la majorité des scènes se passent donc dans le grand bassin. Et même en interne, nous, on a des soigneurs ou des équipes en interne de Nausicaa qui n'arrivaient plus à distinguer si les sardines qu'on voyait étaient réelles ou virtuelles. Et ça, c'est magique quand on arrive vraiment à ce que la technologie, à ce que le virtuel se fonde avec la réalité.
Après, ce qui plaît beaucoup aussi, c'est le message de sensibilisation qui passe extrêmement bien avec la technologie de la réalité augmentée. Le fait d'avoir une histoire racontée, on a pendant 10 minutes, on a toute une histoire où la tortue lutte nous sert de fil rouge pour aller à la rencontre des gens de la haute mer et parler de l'impact de l'homme. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de visiteurs qui, une fois qu'ils ont retiré le casque, nous disent « Ah, bah dis donc, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention, il faut préserver la haute mer. Je ne savais pas qu'il y avait cet écosystème de la haute mer, qu'il y avait des négociations en cours. » Donc, pour nous, le message, il passe et c'est ce qui est le plus important et c'est pour ça qu'on a développé Grand Large. Et alors, après 1 mois et demi d'exploitation, quels sont les enjeux, les perspectives en fait vis-à-vis de cette expérience? Je pense que pour nous, le plus grand enjeu, et notamment lié là avec la fréquentation de l'été, c'est de gérer les frustrations dans le sens où les places sont limitées. Aujourd'hui, on passe 500 visiteurs par jour. On pourra monter à 600 ou 700, mais c'est vrai qu'on ne peut pas passer là des journées à Nausicaa comme en ce moment. Il suffit qu'il y ait une journée de pluie, on a des journées à 8000 visiteurs. Donc forcément, peut y avoir de la frustration parce que tout le monde ne peut pas voir Grand Large. On indique bien qu'il faut réserver en arrivant sur place. Mais voilà, tout l'enjeu, c'est de réussir à expliquer à nos visiteurs que l'expérience, elle est là pour au moins 3 ans. Ce n'est pas une exposition temporaire, c'est vraiment du permanent. Et donc, il y aura l'occasion de venir voir l'expérience pendant les prochaines années. Et c'est vraiment le côté opérationnel qui est compliqué à gérer. La technologie fonctionne très bien, les casques fonctionnent bien. C'est plus être dans la pédagogie auprès des visiteurs pour leur expliquer comment il faut réserver et de privilégier certains horaires, par exemple en fin de journée où c'est beaucoup plus calme, pour pouvoir venir tester l'expérience. Merci. Donc, l'exploitation en fait, de ce type de format permet aussi d'identifier des pistes d'amélioration. Comment vous voyez, déjà, quelle a été la réception en fait, de la part des différents publics en fait, de ces 2 expositions, hein, Petit Prince et Pompéi, et quelles sont les perspectives par rapport à ces 2 formats d'exposition très, très différents finalement dans leur diffusion et leur itinérance? Alors, on a eu la chance d'avoir des très chouettes retours des 2 expositions. De nouveau, l'idée, c'est de pouvoir générer l'émotion chez le visiteur, et autant dans le Petit Prince, dans le premier espace et le troisième espace que vous voyez ici en photo, on la retrouve très fort. Et pour Pompéi, c'est vraiment de générer de l'intérêt, surtout pour le reste de l'exposition, et de faire de la médiation pour vraiment garder l'aspect culturel et éducatif de l'expo. Pompéi avait un vrai enjeu logistique qui était plutôt lié aux artefacts et au transport, qui nous oblige à organiser des vraies tournées. Et pour ça, on a eu la chance d'avoir un très chouette partenaire aux États-Unis qui nous a permis d'aller à Richmond, Spokane, Orlando, Québec et maintenant New York. Donc voilà, c'est des expositions qui vont continuer d'évoluer, qui vont continuer de parcourir le monde. On a la chance d'avoir des thématiques assez universelles et assez parlantes, et du fait d'avoir cette flexibilité dont je parlais, et de s'axer vraiment sur le côté culturel et émotionnel de l'expo. On espère continuer à les faire tourner, à les faire découvrir aux visiteurs un petit peu partout. Et voilà, les projets, c'est de continuer de les faire évoluer. On n'est pas du tout dans un carcan strict. On les a vraiment pensés pour pouvoir être retravaillés au fur et à mesure. Donc, on est très content des retours qu'on a et des petites opportunités qu'on a dans les années qui viennent. Merci en tout cas pour vos différentes interventions. On le voit en fait de nombreux projets très, très diversifiés dans leurs approches qui ont pour trait commun finalement aussi des nouvelles formes de collaboration avec des partenaires externes qui apportent en fait des idées, qui apportent des compétences, des savoir-faire. Et lorsque ces compétences et savoir-faire en fait sont mixés finalement avec ses propres expertises, ça peut permettre de créer de nouvelles approches, que ce soit en termes d'accessibilité, en termes d'immersion ou en termes d'itinérance. Et donc ça me semblait particulièrement intéressant. Ce qu'on vous propose, c'est de poursuivre la discussion désormais en petits groupes, donc en rejoignant des salles de discussion. Sur le bas de votre écran, sur le haut, ça dépend, normalement c'est plutôt le bas. Vous avez en fait donc un petit carré qui représente des salles de discussion. Vous pouvez cliquer dessus et rejoindre ainsi
donc les différentes salles où on va pouvoir en petit comité échanger avec les différents intervenants et intervenantes de ce jour. Et donc, on vous propose de les rejoindre tout de suite.